Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par Mastercard, acteur technologique et serviciel dans le paiement au rayonnement mondial. Mastercard considère que la diversité, dans l'entreprise comme dans la société dans son ensemble, est un facteur essentiel d'égalité et de cohésion sociale, mais aussi d'innovation et de performance. Qu'on arrête de dire que les métiers tech, c'est que pour les hommes. Le cliché du jeune geek californien, blanc, homme. Il y a moins de 20% de femmes dans les formations et dans les métiers tech. Tech the Power, une très belle initiative à cette problématique de l'autocensure dans la tech. Avec l'ambition de justement sensibiliser 5 millions de jeunes filles d'ici 2025. Mastercard et Arkea ont fait le pari qu'en agissant auprès des collégiennes, ça donnera des résultats concrets. On sait qu'il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Pour agir ensemble et permettre d'inverser la tendance. Comment ça va se mettre en place? Quelle est la proposition de valeur? On n'aurait jamais été capable de produire cette application mobile tout seul, sans l'expertise d'abord de Trace Academia, qui est expert dans comment parler aux jeunes, montrer finalement les métiers tech de demain, enrayer les clichés de genre et surtout mettre en scène des rôles modèles. Casser les stéréotypes, au final leur donner envie de s'orienter sur les métiers de la tech. Moi je conclurai en 3 mots, Tech the Power. Bonjour à tous, je suis Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Bonjour à tous, je suis Maxime Maton, le créateur du podcast EdTech France et fondateur de l'agence Tech et Créative Matoons. Je suis ravi de me joindre à tes côtés, Anne-Charlotte, pour ce numéro exceptionnel du podcast EdTech France aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast 100% EdTech, 100% français. Alors aujourd'hui, nous avons 2 invités de marque pour parler d'un sujet d'actualité en ce mois de mars 2021. Solveig Honoré-Hatton, directrice générale de Mastercard en France. Mastercard qui est une société mondiale technologique et servicielle dans l'industrie des paiements. Et Véronique Crouzier, DRH Group chez Crédit Mutuel Arkea, groupe de banque assurance coopératif et mutualiste. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce podcast Tech France. Solveig, Véronique, enchanté. On est ravis de vous avoir pour un thème donc spécial aujourd'hui, puisqu'on va parler de comment faire de la formation et de l'éducation des piliers de diversité dans la tech. Alors là-dessus, j'imagine que vous avez plusieurs réponses à nous donner, dont une dont on va parler aujourd'hui, qui est un programme qui s'intitule Tech the Power, dont vous êtes à l'initiative. Quelques chiffres juste pour poser un peu la situation. Les femmes sont de moins en moins nombreuses en France à travailler dans la tech. Et oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Entre 2013 et 2017, leur nombre a ainsi baissé de 6%, alors qu'il augmentait de 2% au sein de l'Union européenne. Moins d'un quart des professionnels de l'intelligence artificielle sont des femmes et seuls 18% des élèves des formations métiers du numérique à niveau Bac+5 sont des étudiantes. Donc des inégalités de genre synonymes de biais et qui constituent ainsi un véritable enjeu économique. La parité pourrait générer 10% de PIB supplémentaire en France d'ici 2025. Alors comment expliquer un tel gender gap au sein de la tech? Comment tendre vers une digitalisation plus inclusive et équilibrée? Comment lutter contre les inégalités dès les bancs d'école? Autant de questions et de problématiques auxquelles nos 2 invités ont des idées pour y faire face. Exactement, notamment le projet commun Tech the Power, une très belle initiative qui est ce programme pédagogique qui a pour but de sensibiliser les jeunes femmes dès le plus jeune âge à cette problématique de l'autocensure dans la tech. Et on va revoir toutes vos initiatives concernant la tech for good au quotidien. Alors Solveig, vous êtes directrice générale de Mastercard en France. La tech et l'inclusion sont 2 domaines que vous connaissez très bien chez Mastercard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors bonjour à tous. En effet, Mastercard, on a 2 ADN extrêmement complémentaires, l'innovation et l'inclusion. Alors d'abord sur l'innovation, puisque on est dans une industrie des paiements qui bouge énormément, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a une accélération des nouveaux usages, on peut payer aujourd'hui sans contact avec sa carte, on peut payer avec un téléphone mobile, on peut payer également avec des objets connectés, il y a l'explosion du e-commerce et donc on doit innover constamment chez Mastercard. Et pourquoi? Pour rester finalement dans la course. Et on le fait en fait en tirant parti des nouvelles technologies. Chez Mastercard, on parle d'intelligence artificielle, blockchain, biométrie, parce que c'est ça qui nous permet d'innover dans les paiements. Et puis le deuxième ADN, c'est vraiment l'inclusion, comme vous disiez, parce qu'on est convaincu qu'un monde meilleur et une société finalement plus performante nécessite
le respect de chacun et de chacune dans son unicité et l'inclusion de tous, c'est-à-dire d'avoir un maximum de profils divers. D'ailleurs, en interne, on a énormément d'initiatives autour de communautés ou de réseaux femmes, jeunes professionnels, LGBT, pour vraiment promouvoir la diversité et l'inclusion. Et puis en externe, on a pris un engagement fort, Mastercard dans le monde, c'est d'inclure financièrement et socialement plus d'1 milliard de personnes d'ici 2025. Et donc on a plusieurs centaines de projets en cours à l'échelle mondiale avec nos partenaires, et ça grâce au digital. Et finalement, les deux, pour moi, se nourrissent vraiment, l'innovation et l'inclusion, puisque les profils divers, donc l'inclusion et la diversité, permettent d'avoir une innovation plus juste, plus performante, et les nouvelles technologies, le digital, permettent d'accélérer finalement l'inclusion, puisqu'on peut toucher davantage de personnes avec le digital. Complètement. Et du coup, sur cette problématique plus précise qui concerne l'inclusion des femmes dans les métiers de la tech, on a évoqué quelques chiffres en introduction. Est-ce qu'au sein de Mastercard ou même dans la FinTech en général, vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cette diversité homme-femme aujourd'hui dans les métiers de la tech ? Alors, oui, on fait un constat très clair. Alors, d'abord, on fait un constat très clair, c'est qu'il y a de plus en plus de métiers qui nécessitent une dimension tech, digital, puisqu'on est dans un monde de plus en plus connecté, un monde de plus en plus digital, et on voit bien qu'il y a de plus en plus de métiers qui nécessitent en fait une petite connaissance tech. Et d'ailleurs, si on se projette un peu, même à l'échelle de 2030, 2030 c'est quand même demain, on sait qu'il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc finalement, les métiers évoluent, continuent d'évoluer. Et on sait que à l'émergence finalement des premiers métiers tech avec les premiers ordinateurs dans les années 80, il y avait uniquement des hommes finalement qui étaient mis en scène dans les publicités, dans le marketing autour des métiers tech. Et du coup, ça a construit complètement un imaginaire comme quoi les métiers tech étaient uniquement réservés aux hommes. Donc du coup, ça a créé complètement des biais de genre par rapport à l'imaginaire autour de ces métiers. Résultat, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins de 20%, et c'est grave, il y a moins de 20% de femmes dans les formations et dans les métiers tech. Et c'est grave, pourquoi ? Parce que ça finalement, ça crée des biais de genre dans la construction même des produits que nous consommons ou que nous consommerons demain. Je vous donne un exemple parlant. Les premiers algorithmes qui ont été faits basés sur l'intelligence artificielle pour octroyer des scores de crédit a été uniquement développé par des hommes, et le résultat c'est qu'il n'y avait aucune femme qui pouvait avoir un crédit, donc c'était complètement biaisé. Donc aujourd'hui il faut vraiment faire bouger les lignes, faire en sorte de sensibiliser davantage de jeunes filles et enrayer ces clichés liés au métier de la tech, et pour cela il faut vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge. Véronique, j'imagine que vous partagez ce constat. Oui, tout à fait, Maxime. Déjà, on le partage en interne chez nous, au sein du groupe Arkea, puisque on manque cruellement de femmes. On va en parler plus longuement après, mais au sein de nos équipes informatiques. Et c'est difficile pour nous, même de toute façon, d'aller corriger en recrutant en externe, puisque il y a également un manque cruel de femmes dans les formations de la tech. Voilà. Donc pour agir, il faut travailler. On en est convaincus, Solveig et moi, sur les stéréotypes et les biais et les représentations des jeunes filles dès le plus jeune âge. On va voir ça plus en détail. Solveig, du coup, une fois que ce constat est fait, quel programme pour l'inclusion des femmes vous avez mis en place chez Mastercard jusqu'à aujourd'hui? Avant de parler de ce projet Tech de Power, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, nous dire les étapes? Alors, je voudrais parler d'un programme majeur qu'on a lancé en Mastercard dans le monde il y a quelques années, qui s'appelle Girls for Tech, qui est un programme justement d'éducation ludique aux différentes disciplines sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, avec l'ambition de justement sensibiliser à ces disciplines plus de 5 millions de jeunes filles d'ici 2025. Donc les jeunes filles entre 11 et 15 ans. Donc c'est un programme qui permet de faire des petits ateliers ludiques pour finalement démocratiser les métiers de la tech auprès des collégiennes. Et en France, on avait déployé ce programme il y a à peu près 2 ans lors
de la fête de la science à la Villette avec les collaborateurs Mastercard qui du coup parlaient aux jeunes filles et faisaient faire ces petits ateliers ludiques pour les sensibiliser aux métiers de demain. Et on a touché comme ça 300 collégiennes françaises. Donc c'était un bon début et on était ravis de l'avoir fait. Mais on s'est quand même dit l'impact il est un peu limité. 300 jeunes filles à l'échelle nationale, c'est quand même pas énorme. Il faut vraiment qu'on ait un impact beaucoup plus grand et c'est là que on s'est dit finalement ce programme Girls for Tech, il faut vraiment qu'on le digitalise, il faut qu'on trouve des partenaires en France pour avoir un impact beaucoup plus fort et c'est comme ça qu'est née un petit peu d'ailleurs l'idée du programme Take the Power, c'est d'associer finalement des partenaires pour avoir un impact national et surtout de digitaliser ce programme pour qu'il puisse toucher un maximum de jeunes filles en France. Et c'est certain, le digital permet de toucher des millions de personnes, que ce soit en France d'ailleurs et à l'international, peut-être pour plus tard. Et si je reviens, Solveig, sur le cliché du jeune geek californien, blanc, homme, dont vous parliez tout à l'heure, ça c'est donc le cliché, mais vous, à titre personnel, c'est quoi votre vision sur le fait d'être une femme dans la tech ? Parce qu'il n'y a pas que des jeunes geeks blancs californiens dans la tech. Absolument. Alors moi, personnellement, j'ai pas une formation ou une carrière très tech, puisque j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait une dizaine d'années dans des boîtes de conseil. Donc finalement, ma première boîte tech, c'est Mastercard, parce que Mastercard, c'est, comme vous l'avez dit en introduction, vraiment une boîte techno dans les moyens de paiement. Donc chez Mastercard, franchement, à titre personnel, ça n'a jamais été un frein dans mon évolution personnelle, parce que c'est une boîte qui est déjà très sensibilisée, comme je le disais tout à l'heure aussi, à ces problématiques de diversité et d'inclusion. Donc ça n'a jamais été un frein dans mon évolution professionnelle d'être une femme, et notamment chez Mastercard. En revanche, c'est vrai que, pour la petite anecdote, en rendez-vous extérieur, parfois on m'a déjà prise, quand je me présentais comme venant de Mastercard, on m'a dit « Ah, donc tu bosses à la com ou au marketing ?» Et non, je suis la directrice générale. Donc voilà, rien de méchant, mais on voit bien que ça existe encore quand même des biais inconscients sur les femmes dans la tech. Et par contre, ce que j'observe vraiment, et c'est ça que je veux partager aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai déficit, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, de femmes dans l'environnement, en tout cas tech, dans lequel Mastercard évolue, et notamment dans les fintech. Nous, on est partenaire leader des fintech en France et en Europe, et on voit bien qu'il y a uniquement seulement, je crois, 9 ou 10% des fondateurs de fintech aujourd'hui qui sont des femmes. Au Paris Fintech Forum, qui est un grand événement organisé depuis quelques années à Paris, il y a moins de 20% de femmes sur scène qui sont là pour parler de fintech et du monde de demain. Et pourtant, les fintech, c'est elles qui créent les produits et les services d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est encore une fois, on revient au même sujet, c'est comment faire pour susciter davantage de femmes dans les métiers qui sont de plus en plus nombreux et afin de créer finalement des produits et des services qui nous ressemblent. Donc on l'a vu, Girls for Tech, un programme que vous avez initié, c'était en quelle année ? En France en 2018, mais dans le monde peut-être il y a au moins 5-6 ans. D'accord. Donc déjà des initiatives il y a quelques années chez vous. Du côté du groupe mutuel Arkea, Véronique, est-ce que vous pouvez nous expliquer la philosophie de ce groupe, qui est un groupe de banque assurance coopératif et collaboratif, et nous expliquer les actions et les enjeux autour de la mixité et de la diversité que vous avez également initié ces derniers temps ? Oui, alors Arkea est un groupe bancaire pas tout à fait comme les autres, coopératif, implanté en région, de par ses réseaux de distribution, donc le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Il a également une quarantaine de filiales, alors je citerai les plus connus, Fortuneo, Litchi, dans la tech. Et en fait, de par son histoire et son ADN coopératif, il œuvre depuis sa création pour mettre la finance et la banque au service du plus grand nombre. Donc les problématiques de diversité et d'inclusion, c'est vraiment au cœur de son modèle, et il accueille en fait cette diversité et cette inclusion en interne au sein de ses collaborateurs, tout simplement pour une idée importante que c'est un levier puissant pour bien comprendre tous les besoins de nos clients et contribuer ainsi à créer une société un peu plus équilibrée de par l'inclusion bancaire et financière.
Il s'est saisi de ce sujet de la mixité, plus particulièrement en 2013 en interne, avec portée par la volonté de ses dirigeants, donc deux hommes à l'époque, avec cette idée de mettre de la mixité à tous les niveaux de l'entreprise et aussi dans tous les métiers. On a pas mal de métiers dans la banque, la distribution bancaire, la finance, l'informatique, par exemple. Et donc dès 2016, Arkea s'est lancé dans un programme assez ambitieux, basé sur un diagnostic interne qui a permis d'identifier un certain nombre de freins, 6 freins majeurs notamment, dont les stéréotypes et les biais inconscients, ou l'impact de l'organisation du travail sur la mixité des activités, et également le sujet des métiers genrés. Et donc ce programme a été construit et déployé, on en est assez fiers, par une communauté de 500 collaborateurs, tous volontaires, et on peut d'ailleurs signaler que 40% de cette communauté sont des hommes. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde au sein d'Arkea. Dans ce programme, on a déployé une action phare, que sont les ateliers tous inclusifs. Donc nos ambassadeurs ont déployé sur 4 ans tout un programme d'ateliers pour sensibiliser nos collaborateurs aux stéréotypes, aux biais inconscients, à leurs mécanismes, pour faire sentir donc comment ces stéréotypes influent sur notre comportement et nos décisions au quotidien dans le monde du travail. Et donc 4 ans après, on a des effets très concrets de ce programme, puisqu'on est le premier groupe bancaire français à avoir nommé une femme directrice générale en 2020, Hélène Bernicot. Notre COMEX est mixte et 40% de nos agences bancaires sont dirigées par des femmes. On peut souligner aussi notre index égalité pro à 90 sur 100, donc qui est plutôt dans les très bons élèves de la place. D'accord. Donc du coup, un programme qui s'appelait Mission Mixité en 2017, l'idée c'était de cartographier, c'est ça un peu les freins. Oui. Pour après mettre en place des actions, mettre des actions, lever ces freins. Peut-être le constat aujourd'hui, c'est que le taux de féminisation des niveaux des emplois où on peut retrouver des femmes comme à la direction générale ou au COMEX est encore un peu faible. Oui. Du coup, vous avez accentué vos efforts en matière d'inclusion, notamment sur les métiers de la tech. Oui, tout à fait. Alors quand on s'est attaqué au sujet des métiers genrés, bien évidemment, assez vite on a constaté un déséquilibre important au sein de nos équipes informatiques. On en parlait. Arkea, il y a 500 collaborateurs qui travaillent plus particulièrement sur l'informatique et les métiers du développement informatique. Et donc on a au sein de ces activités-là 16% de femmes. Donc voilà, c'est quand même assez déséquilibré. Alors évidemment, très naturellement, la première idée, c'est de le compenser par des recrutements externes. On a mis en place des actions, mais pour autant, on s'est très très vite confronté à une pénurie de candidatures féminines sur le marché du travail. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi, et on a pris connaissance d'un certain nombre d'études, et on se rend compte très très vite que c'est un problème structurel de la filière en France. On en parlait en introduction d'ailleurs, qui ne va pas en s'améliorant, puisque les statistiques la représentation des femmes diminue dans ces métiers-là. Et par exemple, on peut citer que les femmes sont peu présentes dans les écoles d'ingénieurs, dans les spécialisations informatiques, où elles ne représentent aussi que 15% de cette spécialisation. Et en parallèle, on constate également, comme le disait Solveig, que notre activité, elle se digitalise fortement, qu'on fait de plus en plus appel à ces compétences de demain. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, on a eu envie d'agir à notre niveau. D'abord pour compenser ce déséquilibre en interne, et puis pour agir plus largement dans la société et faire en sorte que les femmes soient formées et représentées dans les compétences et les métiers de demain. Là, c'est la DRH qui vous parle. Donc agir à notre niveau, ça consistait à tout simplement déjà en local, s'associer à des initiatives sur nos territoires, ou essayer d'aller mettre en place des partenariats avec des acteurs pour agir ensemble et permettre d'inverser la tendance et aller encourager ces jeunes femmes à se former au métier de demain.
Complètement, parce que tout passe justement au niveau de l'éducation. Donc si on revient sur les actions concrètes que vous avez mises en place pour justement agir en faveur de la féminisation du secteur, vous parliez à la fois du recrutement, de potentiels partenariats avec des acteurs universitaires. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous avez mis en place à la fois au niveau collaborateurs, entreprises et tout ce qui est action avec le jeune public? Oui, alors plus concrètement, donc ce qu'on a mis en place avec nos collaborateurs, donc j'en ai un peu parlé, déjà une sensibilisation vraiment à l'échelle des 10 500 collaborateurs d'Arkea. Je peux aussi citer, plus particulièrement pour la tech, on a fait des ateliers avec les femmes, nos collaboratrices informaticiennes, pour mieux rédiger les offres de recrutement, les féminiser, au-delà du homme-femme qu'on met dans toutes les annonces un peu réglementaires. Et donc, pour que ces offres parlent à des femmes, et on a déjà des effets intéressants, puisque des nouvelles recrues nous ont confié avoir choisi Arkea grâce à cette approche-là et cette féminisation des offres, y voyant une vraie preuve en fait de l'intention d'Arkea. On a également sur un autre niveau agi avec nos clients et nos partenaires. Donc là, l'idée banque coopérative territoriale, c'est de s'appuyer sur notre ancrage territorial et nos écosystèmes. Alors on travaille avec Brest, la French Tech de Brest Plus. On a également créé un club mixité avec nos entreprises clientes qui partagent en fait ces enjeux pour donner de la visibilité au sujet, donner la voix à des dirigeants assez inspirants dans ces domaines, et puis partager les bonnes pratiques. On participe aussi régulièrement à des événements sur nos territoires. Je peux citer par exemple Femmes et Numérique, où nos informaticiennes viennent prendre la parole. Et le troisième niveau, c'est celui sur lequel on a vraiment mobilisé plus fortement nos collaborateurs et nos actions s'adressent aux jeunes publics. On le disait, on est vraiment convaincus qu'il faut agir dès le plus jeune âge. Et pour cela, nous n'avons pas hésité à aller à la rencontre des élèves dans les écoles, aux côtés des enseignants d'ailleurs qui nous ont ouvert les portes. On a des enseignants qui se mobilisent de plus en plus sur ces sujets et qui n'hésitent pas donc à ouvrir la porte à des banquiers dans les classes. Donc ça, c'est plutôt super. On voit que la mobilisation commence à prendre forme. Alors si je vais concrètement dans ce que nous avons fait avec les écoles, nous nous sommes associés à l'initiative Option Innovation qui consiste donc à sensibiliser les collégiens au développement informatique et donc à leur faire manipuler. Alors ils peuvent créer un chatbot, ils découvrent les métiers de l'UX, du design, et également là on fait appel à nos ambassadeurs mixité qui viennent les sensibiliser sur ces problématiques et sur l'intérêt que les femmes soient présentes dans ces métiers. Je peux également citer notre partenariat avec l'Insta Bretagne, donc qui est une école d'ingénieurs assez renommée, qui elle aussi fait des ateliers dans les écoles dans le cadre du programme Elle Code, Elle Crée, donc auprès des jeunes filles pour les initier au codage. Et là également, on a associé nos ambassadeurs mixité pour venir parler à ces jeunes filles des stéréotypes et des clichés et de comment les combattre dans les représentations sur l'univers de la tech. Et c'est vrai que le corps enseignant est de mieux en mieux formé à ces problématiques de mixité et de nécessité d'être formé tôt au numérique. Il y a un certain nombre des acteurs EdTech co-construisent des programmes également avec le corps enseignant sur ces deux sujets. Et si je reviens, Véronique, à votre profil plus personnel et à votre expérience en tant que femme, est-ce que vous avez déjà été confrontée à certaines formes de discrimination ou de limitation dans votre pratique, que ça soit au sein du groupe Arkea, j'espère pas, mais peut-être auparavant dans votre vie antérieure professionnelle? Oui, alors après, de la discrimination, il y en a partout. On en constate malheureusement tous les jours. Alors si me concernant, moi je suis dans le groupe Arkea depuis une vingtaine d'années et c'est vrai que dans les premières années de mon parcours, j'étais régulièrement la seule femme dans des réunions où d'une vingtaine de personnes. Bon, voilà, c'était quelque chose qui était assez fréquent, qui s'est quand même pas mal inversé aujourd'hui. Alors, j'ai pas senti de limitation active à mon niveau, mais c'est plutôt peut-être, je pourrais dire, des pertes de chance en fait. C'est-à-dire
que quand on est une femme, on pense moins à vous, on vient moins vous chercher, on vient moins vous titiller, nourrir votre ambition en vous proposant des postes évolutifs. Donc c'est plutôt à ce niveau-là. Après, pour illustrer en fait le poids des stéréotypes, j'ai une anecdote qui me revient en tête. Donc j'ai été nommée il y a 5 ans directrice de secteur, donc le management d'une unité commerciale d'agence bancaire d'une centaine de collaborateurs. Et donc dans le cadre de ma prise de fonction, j'étais allée visiter les agences de mon secteur, et puis j'ai pu échanger avec une collaboratrice en toute simplicité qui ne savait pas qui j'étais. Et quand son directeur lui a expliqué que j'étais la directrice du secteur, elle a éclaté de rire en fait. Elle ne pouvait pas imaginer, il y a 5 ans, j'étais la 2e femme sur ce métier-là. Elle ne pouvait pas imaginer elle pensait que j'étais certainement une conseillère bancaire, que je puisse être la directrice de secteur. Donc voilà, c'est pas si vieux, c'est il y a 5 ans. C'est sûr. Et les choses ont changé, mais quand même, certaines choses restent encore d'actualité. Et si je reviens justement sur ce partenariat avec Mastercard et Trace Academia, est-ce que Véronique, vous pouvez nous dire d'où est venue cette envie de vous associer avec ces 2 acteurs? C'était du coup l'envie d'être au plus près du terrain, au plus près des acteurs justement de la mixité? Oui, alors vous l'avez bien compris, Arkea, la banque coopérative, nous, ça transpire dans notre façon de travailler, le faire ensemble au service d'enjeux qui dépassent l'exercice direct de notre métier de banquier. Donc dans nos relations d'affaires, j'allais dire, avec Mastercard sur le marché du paiement et nos échanges, on a très vite compris qu'on partageait un certain nombre de valeurs, une vision commune et surtout une envie d'agir dans le domaine de la tech, et avec l'idée de s'allier pour faire bouger les lignes de façon plus importante et d'aller plus vite. Donc voilà, en partageant aussi cette conviction un peu plus large que le digital et l'innovation sont des domaines qui peuvent résoudre et accueillir résoudre les problématiques d'inclusion dans la société et agir pour l'égalité de genre. Donc voilà, on s'est associés tout naturellement pour aller plus loin ensemble. D'accord. Alors ce fameux projet Tech de Power, comment il a démarré, Solveig? C'était quoi l'initiative de ce projet et c'est quoi sa proposition de valeur? On a envie d'en savoir plus. Là, on dit ce mot depuis tout à l'heure. Maintenant, concrètement, comment ça va se mettre en place? Quelle est la proposition de valeur de ce que vous lancez, du projet Tech de Power? Alors c'est vrai que tout est parti vraiment d'une rencontre. Je crois que les projets, c'est des rencontres. Et comme le disait Véronique, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille en partenariat avec le groupe Arkea sur les paiements. Et donc, il y a eu vraiment une rencontre forte avec un des dirigeants d'Arkea, Frédéric Laurent, avec qui on s'est vraiment rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs d'innovation et d'inclusion et surtout le même constat qu'il fallait œuvrer ensemble pour enrayer le manque de femmes dans les métiers tech. Donc, c'est parti vraiment de cette rencontre, de cet échange avec cette personne très forte et sur cette envie d'action commune. Donc, on a décidé finalement de mettre nos équipes autour de la table et je crois qu'on a commencé à en discuter à peu près fin 2019, début 2020. Donc, au moment où finalement le confinement arrivera en France, on a quand même en mode digital mis nos équipes autour de la table ensemble. Et la proposition de valeur qu'on voulait mettre en place, c'était vraiment une app mobile, donc qui sera disponible sur iOS et sur Android, pour finalement proposer des parcours ludiques auprès des jeunes filles et des jeunes garçons, on y reviendra tout à l'heure peut-être, pour encore une fois, leur montrer finalement les métiers tech de demain, enrayer les clichés de genre et surtout mettre en scène des rôles modèles, donc des femmes qui bossent aujourd'hui dans la fintech, qui bossent aujourd'hui dans la tech, qui bossent dans des startups à dimension tech, à tous les niveaux, donc pas seulement des dirigeantes, mais aussi des développeuses, des codeuses, en tout cas des femmes très inspirantes qui sont hyper épanouies dans leur métier aujourd'hui, pour finalement faire en sorte que les jeunes filles puissent se projeter. On en revient à finalement donner des références. Il y a une phrase qui dit on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas, et donc c'est vraiment de faire en sorte via cette app mobile de donner envie aux jeunes filles de s'orienter vers des métiers tech et de les démocratiser, puisque finalement c'est quoi la tech? Il y a énormément de métiers différents dedans. Donc le lancement de cette app mobile est prévu dans quelques jours, le 23 mars. Donc on est ravis, on se dit finalement en un an on a construit
en mode finalement virtuel, puisque ça faisait 1 an que nos équipes travaillent ensemble, hein, Véronique. C'est ça. En 1 an, on est hyper fiers que le bébé arrive au jour, va naître. Et donc, on lance cette app le 23 mars, donc dans quelques jours. Et en plus, on est ravis parce que ce programme est parrainé et marrainé par 2 de nos ministres français, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, et Elisabeth Moreno, secrétaire d'État à l'égalité. D'accord, donc double parrainage assez important. Et marrainage. Parrainage et marrainage, par 2 membres du gouvernement. C'était un choix délibéré de votre part de travailler avec ces 2 membres du gouvernement ? Clairement, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà le symbole, le fait d'avoir un homme et une femme parrain, marraine du programme. On est en plein dans l'inclusion, la diversité, donc on est très fiers d'avoir ces 2 personnes parrain et marraine du programme, et puis finalement les disciplines que chacun représente. On est vraiment en plein dans notre programme Take the Power, puisque Cédric O représente le numérique et Elisabeth Moreno représente l'égalité des chances. Donc on est vraiment pile poil dans ce qu'on voulait communiquer en termes de programme. Chez Mastercard, d'ailleurs, ce programme s'inscrit dans un engagement beaucoup plus fort qu'on a pris avec le gouvernement français début 2020, vraiment d'accompagner la digitalisation de l'économie et l'inclusion en France. Et si on revient sur justement le fait que vous ayez monté un partenariat, l'inclusion, la digitalisation, c'était des thématiques que vous connaissiez très bien déjà chez Mastercard, comme vous nous l'avez dit en introduction. Pourquoi est-ce que vous avez privilégié de travailler avec le groupe Arkea et avec Trace, alors que vous auriez pu en fait concrètement le faire peut-être aussi tout seul de votre côté, de par la multitude des projets déjà menés par Mastercard dans le monde ? Honnêtement, c'est pour combiner nos forces, c'est pour avoir un impact plus grand. Tout seul, on peut faire des choses, mais ça n'a jamais un impact très, très grand. Nous, on a vraiment cette ambition que ce programme ait un impact national en France le plus important possible. Et on le voit bien, le partenariat, c'est aussi dans l'ADN de Mastercard de travailler en collaboratif, avec l'intelligence collective. On s'apporte les uns les autres. On n'aurait jamais été capable de produire finalement cette application mobile tout seul, sans l'expertise d'abord de Trace Academia que vous avez citée, qui est expert finalement dans comment parler aux jeunes, comment éduquer les jeunes sur les problématiques de demain. Ça, nous, c'est pas dans notre cœur de métier de parler aux jeunes. Et puis, s'associer à Arkea, qui apportait vraiment ce réseau de distribution aussi énorme, puisqu'ils ont une énorme base de clients en France et qui partageaient les mêmes valeurs. Donc, finalement, combiner nos expertises, Trace Academia, Arkea et nos Mastercard, fait qu'on va pouvoir avoir un impact plus grand avec ce programme, ce qui est l'ambition de ce programme, et c'est pas de se limiter à quelques personnes, mais vraiment de toucher un maximum de personnes en France. D'ailleurs, même le choix du nom, en fait, est assez délibéré, vu que le nom Take the Power n'est ni associé au groupe Arkea, ni associé au groupe Mastercard. Absolument, oui. On a fait le choix. On voulait pas que ce programme s'arrête là non plus et que cette application soit uniquement taguée Mastercard ou uniquement taguée Arkea. Le but, nous, c'est qu'on a créé ce bébé, mais on veut que ce bébé il grandisse tout seul et avec d'autres partenaires. Donc, on a choisi le nom Take the Power pour que finalement ce soit un programme le plus universel possible et qui puisse être relayé par le plus grand nombre. Si on parle de nombre, justement, ce sont quoi vos objectifs quantitatifs sur le projet à court et peut-être plus long terme aussi ? Alors, on s'est donné l'objectif de toucher avec cette application 500 000 jeunes filles en France. Et donc, plus on diffusera ce programme à un maximum de personnes, plus on pourra atteindre cet objectif. Et c'est assez simple, finalement, ce qu'on souhaite, c'est que cette application soit dans la main d'un maximum de Français, puisque finalement, à titre personnel, que ce soit vous ou moi, on connaît tous, chacune, dans notre entourage, une jeune fille qui peut être ciblée par cette application, par ce programme-là. On a tous dans notre entourage, soit une fille, une nièce, une cousine, une voisine, qui peut être amenée à être intéressée par faire ce parcours ludique sur cette application Take the Power. Donc, encore une fois, en mars, on lance l'application. C'est une première pierre à l'édifice, mais ce sera suivi d'un certain nombre de relais de communication pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de partenaires qui relaient encore une fois cette application. Cette application, elle sera en stand-alone ou on va la trouver au sein de l'application Trace ? Les deux. D'accord. Donc on pourra la télécharger à titre individuel ou y accéder via l'application Trace. Trace Academia. Ouais. Qui lance donc son école de formation
en France. D'accord. Absolument. La genèse justement des modules qu'on va retrouver dedans, comment vous l'avez construite? Ça s'est basé sur quoi? Vous avez fait appel à un cabinet, vous avez fait une étude pour ça, pour savoir ce qu'il fallait proposer aux jeunes filles de 15-16 ans pour que elles puissent découvrir le monde des métiers de la tech? Oui, alors, compte tenu de l'ambition de notre programme, on l'a bien compris, l'idée c'est quand même finalement de leur livrer un contenu qui corresponde à leurs besoins profonds, qui leur parle, qui se mettent dans leurs yeux et dans leur univers en fait. Donc pour arriver à bien cerner les besoins et l'univers de ces jeunes filles, nous nous sommes associés avec l'agence Supper, une agence de conseil et de design, qui a mené une étude approfondie, une étude anthropologique approfondie du besoin de ces jeunes filles. En fait, elle a animé un groupe de 12 jeunes filles pendant une semaine grâce à Facebook, en animant des discussions, leur faisant faire des exercices de projection, de visualisation pour bien comprendre leur représentation de cet univers tech. Ce qu'on voit, c'est que les clichés, ils sont déjà très présents à cet âge-là. Elles nous ont projeté des images très sombres, des femmes avec des visages carrés, un peu humanoïdes. Quand on leur demandait de se projeter sur les métiers de la tech, elles se voyaient exclusivement dans les métiers de l'assistance, avec un casque et un téléphone, et certainement pas dans les activités de codage. Donc cette étude anthropologique, elle a permis de voir comment elle fonctionne, et puis surtout que le poids des stéréotypes était déjà très important dans une période qui est quand même très déterminante pour leur orientation. Donc, fort de cette étude menée par l'agence Supper, on a également mené des ateliers de co-construction avec les équipes d'Arkea et de Mastercard pour vraiment bien définir cette promesse de valeur. Solveig en parlait, et vraiment livrer des contenus adaptés à cette cible. Donc ces ateliers internes ont permis de cibler la promesse de valeur, mais également de donner pas mal de matière à Trace Academia, qui était déjà là dès le début de l'étude anthropologique. Et Trace Academia avait ainsi vraiment toutes les clés pour pouvoir mettre son ingénierie pédagogique sur cette matière et le transformer dans ce programme donc qui sera 100% digital, avec des contenus extrêmement ludiques, interactifs, plutôt autoportants aussi. On a bien détecté que l'idée c'est pas de prendre la place du milieu scolaire et d'utiliser ces codes avec des notes, avec des parcours de certification. Là, l'objectif du programme, c'est vraiment de casser les stéréotypes et de donner à ces jeunes filles les clés pour qu'elles puissent faire un choix d'orientation éclairé et puis au final leur donner envie de s'orienter sur les métiers de la tech. Très bien, et du coup vous disiez donc que Trace Academia a été présent dès le début du projet en tant qu'observateur durant la phase de l'étude et ensuite dans une démarche de co-construction agile avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel a été leur apport justement dans la finalisation du projet ? C'est un peu ce que disait Véronique. Trace, en fait, nous, pourquoi on les a sélectionnés aussi pour la construction, c'était parce qu'ils sont déjà spécialistes, experts dans l'éducation des jeunes. Et comme on voulait vraiment toucher les jeunes, il fallait qu'on s'associe à Trace, qui connaît bien comment parler aux jeunes et comment construire finalement des parcours qui leur parlent et sur lesquels ils ont envie d'aller. Donc du coup, pour nous, c'est vraiment le côté expertise sur l'éducation des jeunes qui nous a plu chez Trace. Et donc, ils ont vraiment construit l'app à partir des contenus qui avaient été pré-travaillés avec l'agence Supper dont Véronique a parlé, qui avait plutôt fait l'étude ethnographique au préalable. Mais Trace a été vraiment finalement on va dire le développeur de cette app qui va sortir le 23 mars. Et c'est un programme donc qui n'a pas au fait de certification. C'est un programme qui marche tout seul. On n'est pas, il ne se substitue pas à un programme éducatif. Absolument. Il est même, pour nous, il est complémentaire. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir
encore une fois, enrayer ces clichés, qu'on arrête de dire que les métiers tech, c'est que pour les hommes, qu'on arrête de dire que c'est que pour les geeks. Et on le voit bien quand on interviewe et quand on met en scène des femmes aujourd'hui épanouies qui bossent dans la tech. Ça ouvre les yeux auprès des jeunes filles qui n'ont pas encore dans leur tête ces représentations que oui, c'est possible d'avoir un métier glamour, sexy, attirant dans la tech, quoi. Dedans, on va retrouver des vidéos, des quiz. Ouais, c'est vraiment des parcours ludiques, pédagogiques, voilà, pour expliquer de façon très simple ce que c'est les différents métiers de la tech et pouvoir encore une fois permettre aux jeunes filles de se projeter avec la mise en scène de rôle modèle. De rôle modèle, donc avec des personnalités inspirantes. Ouais, des témoignages. Il y a vraiment des témoignages par exemple, Diana Brondel, qui est CEO de Xalis aujourd'hui, une fintech qui perce en France sur une application de paiement pour les jeunes. Ouais, on a Céline Lazorte aussi, ouais. la CEO de Litchi. Ouais. Et du coup, vous parlez beaucoup de jeunes filles. J'imagine que l'application sera aussi utilisable par les jeunes hommes, par les jeunes garçons. Oui, en tout cas, dans la communication, on veut surtout pas que cette application soit uniquement utilisée ou en tout cas qu'il y ait uniquement les jeunes filles qui soient ciblées par toute la communication qu'il y aura autour de cette application, parce que c'est important, dans tous les sujets d'ailleurs d'égalité et de diversité, de sensibiliser aussi les hommes et donc les jeunes garçons pour qu'eux aussi comprennent pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça ? C'est pas juste pour qu'il y ait des quotas, c'est pas juste pour qu'il y ait, se dire on atteint 50% de femmes dans la tech. Non, c'est parce que si on n'a pas de 50% de femmes dans la tech, on va créer des biais de genre dans les produits que nous, en tant que citoyens, on va consommer. Encore une fois, c'est vraiment pour que les garçons puissent aussi comprendre pourquoi on fait ça. C'est pas pour les exclure, c'est pour faire un monde plus juste et plus performant. Et elle cible aussi les parents. C'est très important que les parents puissent accompagner les enfants dans l'accès aux métiers numériques. Complètement d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on en revient toujours aussi à finalement qui construit l'imaginaire des enfants. Il y a toute une partie, c'est la pub, c'est le marketing, c'est ce qu'on voit à la télé, dans les journaux, mais c'est aussi les parents. Les parents ont un rôle fondamental dans l'éducation de leurs enfants, et donc sensibiliser les parents à cette nécessité d'enrayer les clichés quand vous avez une fille, de pas lui dire non, les métiers tech c'est que des métiers de garçons, c'est hyper important. Donc en effet, il faut aussi que dans la communication de ce programme, et c'est ce qu'on va faire, on s'adresse aussi aux parents pour qu'ils puissent passer les bons messages auprès de leurs enfants. Alors justement, donc vous allez créer ce programme-là qui sort le 23 mars. Comment vous allez en faire la promotion pour qu'il touche le plus grand nombre et qu'il soit efficace ? Alors par plusieurs moyens. Le premier, c'est celui que je citais tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment faire un événement de lancement là dans quelques jours. D'ailleurs, on est ravis que Cédric O et Elisabeth Moreno aient accepté d'être dans l'événement de lancement. Donc, notez bien, 23 mars, il y a un événement digital qui va pouvoir faire déjà la promotion et qui va être relayé du coup dans les médias, de ce programme. Ensuite, on va faire une grande campagne de communication sur les réseaux sociaux pour discuter avec les jeunes et les sensibiliser à cette application. On va également relayer Take the Power sur la chaîne télévision de Trace. Et enfin, on fait appel à nos partenaires, donc comme Arkea, qui va distribuer finalement, ou en tout cas faire parler de cette app à l'ensemble de ses clients. Donc on va toucher des millions de personnes, et j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement en touchant des millions de personnes, l'idée que ces millions de personnes parlent de cette app à la jeune fille ou au jeune garçon qu'il a dans son entourage. Et on va pas s'arrêter là, puisque le mois de mars, c'est uniquement finalement le premier pierre angulaire de notre communication. Derrière, nous, Mastercard, on va faire aussi appel à l'ensemble de nos partenaires bancaires et fintech en France, donc quasiment toutes les banques avec lesquelles on travaille en France et toutes les fintech avec lesquelles on travaille, pour qu'elles puissent aussi relayer cette application auprès de leurs bases clients. D'accord. Donc un programme 100% digital, relayé par les assos, par l'éducation nationale. Le bouche à oreille va être très important. Absolument. Tout le monde doit le partager. Les parents, les jeunes filles de 15-16 ans, leurs frères et sœurs, vos nièces, neveux. On a tous quelqu'un qui sera intéressé, ça qui peut s'appelle un buzz. Impacté par ce projet. Côté Arkea, pareil, pour la communication, le plan de lancement. J'imagine que vous allez faire jouer vos relais. Ah oui. Alors, vous l'avez
l'avez bien compris, hein, donc on s'est associé avec Mastercard pour vraiment allier la puissance du digital et sa viralité à des actions de terrain que nous on continue à mener avec nos parties prenantes. Et puis Solveig, tu le disais, Arkea, c'est 10 500 collaborateurs et leurs familles. On a également 4,7 millions de clients sociétaires, dont 11 000 entreprises. Donc les entreprises, elles peuvent aussi, les 11 000 entreprises, relayer auprès de leurs collaborateurs. On a également nos administrateurs, 2800 administrateurs bénévoles, qui sont des animateurs d'écosystèmes locaux, qui sont en lien avec les mairies, les écoles, les associations sportives et culturelles. Donc un relais tout à fait naturel de ce programme. Nous avons 500 agences bancaires, on a nos 500 ambassadeurs. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire du buzz, d'en parler le plus massivement possible, et en parallèle de continuer les actions. Alors on en a fait beaucoup en Bretagne. Là, l'idée, c'est peut-être de s'ouvrir à nos autres territoires, et on est en train de créer un site informatique à Bordeaux où on a la Fédération de Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et l'idée, ça va peut-être être aussi de s'appuyer sur ce site-là pour diffuser le programme. Pour diffuser le programme, pour faire le buzz. Et pour faire le buzz, il faut avoir des messages. Donc si vous deviez résumer, Véronique, les messages que vous voulez transmettre à travers ce programme, que ça soit vis-à-vis de vos clients, de vos collaborateurs, de vos administrateurs qui vont être vos ambassadeurs terrain, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ce sont quoi les messages à retenir clés pour ce programme Take the Power? Alors, les messages clés, d'abord, on vous l'a bien dit, j'espère qu'on vous a embarqué. Il est urgent d'agir. On parle des métiers de demain, c'est presque de demain matin. Solveig parlait de 2030. Donc on a tous un rôle à jouer pour encourager les jeunes filles dès le plus jeune âge, avec l'aide des parents, des enseignants, pour combattre ces stéréotypes qui sont ancrés très tôt. Ce qu'on voit également, c'est que la féminisation des métiers du digital, c'est un enjeu national en France, donc qui dépasse nos secteurs d'activité. Et ce qu'on voit, c'est que l'éducation, la formation à ces métiers-là, elle va aussi servir l'enjeu d'émanciper les femmes et de garantir leur place dans la société de demain, donc de faire plus d'équité. C'est quand même des métiers qui sont plutôt bien rémunérés, qui sont plutôt qualifiés. Donc, enfin, les femmes, elles doivent prendre leur place dans ces métiers-là. À l'heure où le gouvernement fait, en plus de la French Tech, un pilier de la reprise. Donc ça, c'est l'enjeu national. Donc nous, le message qu'on veut vous passer, c'est que aux côtés de l'éducation nationale, aux côtés de l'État, les entreprises, elles doivent se saisir de ce sujet, s'allier par des partenariats pour gagner vraiment en impact. Mastercard et Arkea, Solveig et moi, on fait le pari qu'en agissant auprès des collégiennes, ça donnera des résultats concrets. On sait que là, c'est vraiment un moment sur lequel il faut concentrer nos efforts, parce que elles sont vraiment dans les choix et dans les représentations d'orientation. Donc on a eu à cœur de bâtir un programme vraiment adapté à leurs besoins. On vous l'a expliqué. On est convaincu qu'il va donner des résultats concrets. Et donc peut-être le dernier message, c'est de dire à nos auditeurs qu'on a besoin également de la communauté EdTech pour le rendre plus visible, amplifier ses effets, et qu'on construise tous cette société plus équilibrée qui prend en compte les besoins et la place des femmes. Donc moi, je conclurai en 3 mots: Take the Power. Excellent. Tech de Power. Donc, lancement 23 mars. Comment on va casser les stéréotypes avec ce programme pédagogique. Bravo, en tout cas, super initiative. Solveig, chez Mastercard, au-delà de ce projet-là, qui, on le rappelle, ce projet, il a une durée de vie de 5 ans, mais peut-être plus finalement. Si ça prend, c'est un projet qui peut durer indéfiniment. Ad vitam aeternam. Mais j'espère pas, parce que ça voudrait dire qu'on n'aura pas renversé la tendance. Donc il faut qu'il y ait une fin à un moment donné. Chez Mastercard, vous avez aussi d'autres programmes, peut-être encore pour aller encore plus loin dans l'inclusion, notamment au niveau des fintech? Oui, clairement, parce que comme je le disais tout à l'heure, chez Mastercard, on est convaincu que la tech et le digital peuvent servir vraiment à construire un monde meilleur pour les citoyens. Après,
En termes d'inclusion, on peut faire plein de choses. Il faut aussi savoir se concentrer sur quelques batailles. Donc, chez nous, Mastercard, j'ai choisi 3 batailles, en tout cas pour 2021, en termes de projet d'inclusion. Donc, celui dont on a parlé aujourd'hui, Take the Power, pour avoir plus de femmes dans la tech. Et puis, il y a deux autres sujets qui me semblaient extrêmement importants en France sur lesquels intervenir en termes d'inclusion. C'est le premier. Donc, le premier, c'est sur l'éducation financière. On est en train, parce qu'on sait qu'en France, il y a un gros fléau qui est encore présent, qui est le surendettement. Donc, on s'est associé là avec l'association Crésus, qui est un expert de l'éducation financière et budgétaire et qui travaille déjà avec de nombreuses banques françaises. Et avec eux, donc, on est en train de construire une plateforme digitale qui diffusera de façon ludique des informations pour mieux gérer son budget. Le deuxième sujet que j'ai choisi de développer en France avec nos collaborateurs et avec des partenariats, c'est une plateforme digitale qui utilise l'intelligence artificielle pour cibler de façon plus précise les formations vers des métiers porteurs, des métiers durables. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, on l'a évoqué dans ce podcast aujourd'hui, les métiers de demain ne sont plus les métiers d'aujourd'hui et qu'on a besoin vraiment d'aider les Français sur la reconversion professionnelle. Et les nouvelles technologies peuvent aider, encore une fois, les Français à mieux cibler finalement les formations qui leur permettront de se reconvertir vers des métiers plus durables. Donc ça, on le développe avec l'ONG française Base Impact. Donc voilà, les 2 sujets qu'on a choisis aussi de développer en termes d'inclusion, l'éducation financière et la reconversion professionnelle. Et comme pour Take the Power, on construit ces programmes 100% digitaux et nous nous appuyons sur la force de nos partenaires et sur des parrains et des marraines du gouvernement pour pouvoir avoir un maximum d'impact en France. Bravo. En tout cas, chez EdTech France, on sera ravis de relier au maximum le programme Take the Power sur des causes qui nous sont chères, que ce soit l'éducation, la digitalisation, l'autocensure et la lutte grâce à l'éducation dès le plus jeune âge. Et justement, ces enjeux de mixité ne concernent pas que la FinTech, parce que j'avais un chiffre qui est sorti cette semaine concernant le secteur de la EdTech, où seulement 13% des femmes sont CEO au niveau mondial. Donc, c'est un rapport Olon IQ. Donc voilà, la lutte est dans tous les secteurs. Et en tout cas, on était ravis de vous avoir au micro aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur les enjeux liés à la mixité dans le secteur de la FinTech et de la tech, justement avec des solutions très concrètes pour y remédier dès le plus jeune âge. Donc n'oubliez pas que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore et c'est très important d'embarquer le plus de jeunes femmes possible dans ces métiers de la tech pour avoir justement toutes les parties prenantes, privées, publiques, associatives qui luttent ensemble dès aujourd'hui pour avoir une société qui est plus inclusive et juste demain, sans biais. Donc merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouvel épisode du podcast EdTech France. Merci Solveig, merci Véronique d'être venue dans le podcast EdTech France pour nous parler de ce magnifique projet Take the Power. Pour ceux qui nous écoutent, toute notre audience qui s'intéresse à la tech et à l'éducation, partagez, relayez ce projet. Il a l'air d'être incroyable. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour le préparer. Ça fait 1 an que vous travaillez dessus. Ça sort maintenant, dans quelques jours, le 23 mars. Donc, on va vous aider à le faire connaître. Et on remercie et on cite Trace Academia avec son CEO, Olivier Laouchez, qui est donc votre partenaire sur ce projet. Anne-Charlotte, c'était un plaisir de partager le micro du podcast EdTech France avec toi pour ce numéro exceptionnel. On va te retrouver au micro du podcast pour faire connaître, partager, révéler les entrepreneurs de la EdTech et tous les enjeux autour de l'éducation et de la formation professionnelle. Au revoir à tous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager, à nous mettre des étoiles si vous voulez faire connaître. À très vite. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons. Merci à notre journaliste Violaine Cherrier pour la préparation des interviews.